Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurent Di Filippo, qu'on a déjà reçu par le passé, avec William Blanc, d'ailleurs, qui vient régulièrement sur l'émission. On avait parlé ensemble des Vikings et de leur place dans la pop culture. Alors aujourd'hui, si on reçoit Laurent, c'est bien pour autre chose, parce qu'il a dirigé justement un ouvrage. Donc Laurent, pour rappel, c'est un docteur en sciences de l'information et de la communication et en études scandinaves. Il est actuellement maître de conférences à l'université de Lorraine à Metz, et on dit bien Metz, attention. Il a rédigé la thèse du mythe au jeu, approche anthropo-communicationnelle du Nord, des récits médiévaux scandinaves au MMORPG Age of Conan, Iborian Adventure, qui a été soutenu en 2016. Il a écrit d'autres publications sur le sujet. Une des dernières, donc, c'est le livre dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Viking, avec un point d'exclamation, sorti chez les Moutons Électriques le 28 octobre dernier. Il s'est notamment chargé de la rédaction des chapitres dédiés aux mythes nordiques et aux sources dont on dispose et à la reprise des dieux scandinaves aujourd'hui. Et même après la sortie du bouquin, il va pas s'arrêter, puisqu'au moment de ce live, il est rentré il y a quelques jours d'un colloque à Caen sur la réception des mythes nordiques dans la culture populaire. Voilà, comme quoi il ne s'arrête jamais. Bonjour Laurent. Voilà. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation complète. Bon, écoute, en tout cas, ravi de te recevoir de nouveau dans cette émission, parce que alors on a discuté, voilà, moi on a sorti un bouquin nous de notre côté qui s'appelle Les Vikings il y a pas très longtemps, et à l'époque je t'ai dit tiens Laurent, moi ça me ferait plaisir que tu viennes écrire pour mon bouquin, et tu m'as dit Ben, ça serait cool, mais moi aussi j'ai un livre qui s'appelle Viking qui va sortir. Et qui, pour le coup, est ultra complémentaire. On va le voir. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors donc cet ouvrage Viking, il est paru, donc comme tu le disais, le 28 octobre chez les Moutons Électriques. Voilà, tu l'as en main. Et c'est en fait un livre essentiellement sur la réception des Vikings et des mythes nordiques dans la culture populaire, la culture geek. Donc il va y avoir 3 chapitres historiques et 8 chapitres surtout sur la réception, qui évoquent les dieux, leurs ennemis, les héros, les stéréotypes, les 9 mondes, le métal. Ça c'est un chapitre qui te fait plaisir, tu me disais, et le Ragnarok, et voilà, j'espère que j'en oublie pas. Héros et héroïnes aussi, ça on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Et puis voilà, les 3 chapitres historiques, c'était sur les Vikings et revenir sur quelques idées reçues, une sur les sources, un chapitre sur les sources des mythes nordiques et un sur les sagas. Voilà. Mais ça, c'est plus un peu de cadrage, quelques indications avant d'aborder la suite pour comprendre la réception. Et donc, oui. S'il avait été lancé tout début 2019, moi j'avais eu le mail des Moutons Électriques fin 2018, puis voilà, il y a eu le Covid entre-temps, donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps pour faire tout ça. Tout ça était un peu retardé, mais voilà, ça y est, il est là, on est content. Et donc c'est un livre collectif que tu as dirigé, donc, puisqu'il y a toute une team d'Avengers, comme sur le bouquin des Vikings, qui a participé donc à ton ouvrage. Exactement, ouais, c'est ça. Donc moi j'ai dirigé l'ensemble, et puis j'ai rédigé 2 chapitres comme tu disais. Donc j'ai réuni l'équipe, j'ai relu, j'ai cherché quelques images. Ouais, et alors ce qui est vraiment génial, et c'est vrai qu'on s'en est rendu compte non seulement en discutant, mais aussi là avec les publications, c'est que donc pour ceux qui ont suivi la campagne de financement autour du livre Les Vikings, que j'ai plus sous la main, et voilà, t'as le mien, et moi j'ai le tien. On va faire comme ça. Ce qui est cool, c'est que vraiment on se marche pas dessus, quoi. C'est vraiment, c'est les 2 bouquins. Là on fait une DBZ, là on fait une petite fusion. C'est ça. Mais c'est vraiment, c'est hyper complémentaire. Ouais, c'est un bon point, je pense, pour ces 2 livres. Là, comme je te disais, j'étais en train de lire le tien. J'ai lu une bonne partie, et effectivement, ça se recoupe pas. Donc sur le côté, vous êtes complètement sur le côté historique des Vikings et des mythes aussi. Et puis il y a un chapitre sur la réception à la fin par William. D'ailleurs, j'ai trouvé des petites choses intéressantes aussi qu'on n'avait pas mis dans le nôtre, comme quoi. Oui, parce que très complémentaire. William Blanc, on vous disait, il était là la dernière fois, mais William Blanc, il est partout. Donc William Blanc, il est à la fois dans les Vikings Nota Bene et dans Viking de Filippo. Il est dans les 2. Il est dans les 2. Et je crois qu'il fait à chaque fois le dernier chapitre, c'est lui qui clôture en plus. Ouais. Et du coup, en termes de complémentarité, là, ce qu'on peut dire aussi, j'ai lu ton chapitre sur les mythes.
Et voilà, toi, tu racontes les récits, tu les résumes bien. Donc, on a un beau panorama de justement des petits récits, les petites histoires des dieux, leur présentation de chaque figure. Ou là où dans le nôtre, on a plus insisté sur les sources. En tout cas, moi, dans le chapitre sur les sources des mythes, quelles sont les sources, quels sont les termes aussi, quand on parle de mythes, quels sont les termes qui sont utilisés en vieux norrois, parce que c'est ce sur quoi j'avais travaillé dans ma thèse. Et en fait, je re-raconte pas les récits eux-mêmes. Donc là-dessus aussi, c'est complètement, voilà, si on prend les deux, ça se répète pas. Et alors, pourquoi tu as eu cette envie, ce besoin de lancer ce bouquin autour de la représentation des Vikings dans l'image contemporaine? Parce que c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé la dernière fois. T'en avais gros sur la patate sur certains trucs, pour ne pas mentionner certaines séries. mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas que ça qui motive à... justement, oui, c'est pas juste pour râler. Non. Alors bon, comme je disais, hein, c'est les moutons électriques qui m'ont contacté. Alors, ils ont contacté, encore une fois, William, qui les a redirigés vers moi. Mais moi, parce qu'en fait, je travaille sur le sujet depuis, maintenant, on est en quoi, 2022, donc depuis 2008, on va dire, quand j'étais en master, j'avais fait mes mémoires de master sur le sujet. Et alors, c'est une histoire un peu rigolote. Moi, je trouve ça toujours un peu drôle parce que j'étais en études de langue scandinave. Et à la base, je voulais travailler sur des contacts de langue. Puis mes directeurs m'avaient dit c'est pas trop leur spécialité. Puis j'avais ce sujet un peu comme ça dans ma poche, mais j'y croyais pas du tout quand je leur ai proposé. Je leur ai dit moi j'aimerais bien dans ce cas-là travailler sur la mythologie dans les jeux. Puis ils m'ont regardé, ils m'ont fait ah bah ouais super, vas-y fais ça. Et puis voilà, c'est parti, ça a commencé comme ça. Donc c'est aussi à l'époque des directeurs qui ont eu confiance en moi pour travailler là-dessus. Et donc j'ai fait mon mémoire de master. Et ensuite j'ai embrayé sur la thèse que tu as citée avant. Que j'ai faite du coup entre l'université de Metz à l'époque qui est devenue l'université de Lorraine et l'université de Bâle en Suisse en études scandinaves. Et voilà, ça fait donc maintenant 12 ans que j'avais commencé cette thèse, 6 ans que je l'ai terminée. Et qu'est-ce qui me motivait moi je suis un joueur aussi depuis très longtemps, hein, un joueur console, joueur de rôle. J'ai fait des MMORPG aussi autour des années 2000. Alors je me dis c'est aussi le moyen de réinvestir un peu le temps que j'avais mis dans le jeu dans quelque chose d'utile. Mais j'ai toujours, je me suis toujours intéressé aussi à ces figures qu'on retrouvait dans les jeux. D'ailleurs, un de mes premiers manuels de mythologie, en fait, c'était le manuel de Donjons et Dragons, Mythes et Légendes. Et puis en fait, quand je voulais savoir des trucs sur les dieux, j'allais chercher dans mes manuels de jeux de rôle. Donc c'était toujours un peu présent cette idée qu'on retrouvait dans la culture populaire des références aux mythes. Et du coup, ça c'est le travail que je fais actuellement. J'ai travaillé sur les jeux vidéo pendant plusieurs années, et puis là, je travaille beaucoup sur Donjons et Dragons. Voilà, un peu sur les motivations. Écoute, on vient de bosser il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec Donjons et Dragons et William. Oui, il y a une belle vidéo aussi. Ouais, on a fait une longue et belle vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment c'est super intéressant comme approche. Et donc le fait est que t'es encore tout seul entre guillemets dans cette branche ou alors vous êtes peu. Ouais, j'étais tout seul, c'est peut-être un grand mot. En France, à travailler sur vraiment les jeux, la culture populaire pendant un moment, j'étais tout seul, mais il y a une autre thèse qui s'est faite en anglais. J'ai plus exactement le lieu et quelques mémoires aussi de recherche, notamment une étudiante qui m'avait contacté en Islande. Mais depuis, ça commence à arriver. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui écrivent des articles ou qui font des recherches. Alors, il y a eu des choses sur Assassin's Creed Valhalla récemment. Un collègue, Johan Guffroy, qui a écrit sur les runes. Voilà, j'avais pas dit, on a un chapitre sur les runes. Avec un de ses autres collègues, ils avaient écrit un article sur le God of War dans un numéro de la revue Science du jeu que j'ai dirigé sur jeux et religion pour montrer comment le jeu passait des mythes grecs aux mythes nordiques. Donc voilà, c'était une ouverture. Et puis maintenant, de plus en plus, moi je vois arriver des choses comme ça sur les mythes. C'est pas encore je crois qu'il n'y a pas encore d'autres thèses. Alors il y a Simon Théodore qui fait sa thèse lui sur le Viking Metal. Donc ça c'est quand même qui va soutenir là très bientôt. Donc ça commence à venir là. Donc je suis content de plus être effectivement un peu tout seul. Ça, c'est chouette.
Moi, je me suis là que bon, l'extension sort dans 10 jours, donc je me suis forcément remis à WoW, et c'était l'occasion effectivement de me remettre un petit peu dans le bain. Et c'est vrai que c'est l'extension World of Warcraft, la colère du roi Lich. On est à Donf, sur l'univers scandinave. Il y a un magnifique raid donjon qui s'appelle Ulduar notamment, où t'as tous les dieux qui sont là. C'est vraiment trop cool, quoi. Et hier je me suis refait l'introduction de Shadowland, qui était du coup la dernière extension, et même au début t'as des évocations assez intéressantes des Valkyries, tu te sens qu'ils jouent un peu sur cet imaginaire là, quoi. C'est intéressant. D'ailleurs, j'ai la communication que je faisais vendredi qui était sur les trolls. Les trolls de Donjons et Dragons, leur caractéristique principale, c'est qu'ils régénèrent. Et en fait, j'ai vu, en cherchant un peu, que les trolls de World of Warcraft, c'est une race, et elle aussi, elle régénère plus vite que les autres. Donc il y a ces références-là aussi croisées en termes de réception. C'est marrant. Et alors, Simon, justement, le Viking Metal, parlons-en vite fait, parce que moi j'étais content dans le bouquin justement qu'on a fait de notre côté. J'étais hyper content de pouvoir caser genre une référence à Amon Amarth, tu vois, en disant ouais, on a abordé le métal, c'est cool. Là, il y a carrément un chapitre entier, quoi. Ouais. Oui, ça, voilà. On avait la chance de travailler avec Simon, donc qui fait sa thèse sur le sujet. Donc lui, il connaît très bien. Alors, il travaille sur l'arrivée aussi du Viking Metal et la réception en France, et comment, à travers la presse magazine, donc à partir de quel moment on commence à parler de Viking Metal, et puis comment on appelait ça avant. Et effectivement, là, du coup, il connaît vraiment très bien le sujet. On a quelques connaisseurs aussi, parce que Caroline Olson, elle aime bien, un peu bien versé dans le métal. Et du coup, alors, Simon, il nous retrace un peu l'histoire justement des premières chansons. C'est Led Zeppelin qui parle de Viking, mais sans être déjà ce qu'on appellera plus tard du Viking Metal. Et après, il y a un groupe qui s'appelle Bathory, qui va être très important aussi pour la reconnaissance, on va dire, de ce sous-genre, si on peut dire comme ça, musical. Puis après, ça va se développer. Alors bon, moi, j'écoute pas spécialement de métal, donc je connais surtout par mes collègues qui en parlent. Et en plus, tu vois, si maintenant tu me demandais de lire un nom, je regarde sur les pochettes, et puis comme tout mon groupe de métal, le nom, j'arrive pas à le lire. C'est une constante. Non, mais voilà, là, il y a Therion, avec en plus, alors, on a des runes, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais avec plein de runes partout comme ça sur la couverture. Donc en plus, ça reprend l'imagerie, la symbolique. Voilà, le tir aussi, tir écrit en runes. Donc ça reprend toute la symbolique qu'on associe généralement aux Vikings et aux mythes nordiques, notamment dans les visuels. Puis après, alors dans les paroles, évidemment. Puis ce qui est cool en plus, c'est qu'on a tout un éventail d'utilisation de ça. Enfin, je vois, tu vois, le groupe Tyr, il est un peu plus orienté sur la mythologie. Le groupe Amon Amarth, bon, t'as de la mythologie, mais c'est surtout l'aspect guerrier. Il y a même des clips où ils sont au milieu d'un village avec des flèches plantées comme ça, et puis ils chantent. Voilà, c'est les gros clichés, ouais. C'est globalement c'est les gros clichés. Mais ce qui est rigolo, je savais pas si t'es au courant, mais par exemple, le chanteur de Amon Amarth, qui est un espèce de Golgoth qui fait 2 mètres de haut avec une trop grosse voix comme ça, de temps en temps, et je crois qu'il a une chaîne YouTube, et il faisait des émissions où il se filme dans son jardin, et en fait il te raconte l'histoire de un mythe d'Odin ou de Thor. Tu vas dire oui, alors faudrait que j'aille voir ça. Non, j'étais pas au courant. C'est assez rigolo. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être revenir avec nous sur les différents stéréotypes qu'on rencontre aujourd'hui concernant les Vikings, justement? Oui. J'allais dire, on rencontre presque que ça dans la culture populaire, ça c'est sûr. Alors, il y a des gros clichés. On va éliminer cela tout de suite, comme ça c'est fait. Les casques à cornes dont on avait déjà parlé, c'était le titre de la vidéo de la dernière fois. Il me semble que les Vikings n'ont pas de casques à cornes. Effectivement, c'est en fait un cliché qui date essentiellement du 19e siècle, sur les visuels des Vikings, donc des représentations romantiques, parce que forcément ça donne un aspect animal, un peu furieux. On rapproche ça de taureaux ou autres bêtes, et on va beaucoup les retrouver suite à l'esthétique de l'opéra de Wagner. Donc c'est ce genre de casque, alors soit avec des ailes, soit avec des cornes qu'on retrouvait. Il y avait eu des casques à cornes
qu'on avait retrouvé en archéologie, mais qui était très très vieux, en fait, qui remontait à plus de 1000 ans, 1500 ans, en fait, avant. Et ça aujourd'hui, enfin, on l'associe pas avec la période viking, hein, faut pas se tromper. D'ailleurs, on a quelques images aussi de vrais casques, pour le coup, dès le début dans le livre. Donc ça, et du coup, ce cliché-là, on va le retrouver, par exemple, dans les BD Astérix, où il y a eu Astérix et les Normands, où bah, c'est en gros plan ces Vikings qui nous envahissent avec des cornes, alors qui partent un peu des fois dans tous les sens aussi, hein, suivant l'humeur, le nom du personnage. Alors le casque de Geirmund Bu, je sais pas si on va, c'est celui qui est aussi en couverture, hein. J'étais dessus aussi. Voilà. Ça c'est un casque plus de cette époque. Donc voilà, ça c'est un cliché, mais surtout esthétique. Les dracars, hein, c'est pareil, hein, c'est un nom qui a été inventé pour parler des bateaux. Alors c'est pas un terme norrois du tout, hein. Il y a plusieurs types de bateaux. Alors là, il faut regarder les travaux justement notamment de Lucie Malbos, hein. On l'aborde un peu dans notre bouquin, effectivement, avec les différentes comparaisons. Et donc ça c'est les gros traits. Après, il y a des stéréotypes qui datent en fait d'il y a plus longtemps, voire même de la période elle-même, puisque les écrits qu'on a de la période viking, ils sont faits par des chrétiens. Et notamment des chrétiens qui viennent des régions qui étaient attaquées par les Vikings. Et du coup, on en a fait des espèces de monstres un peu, enfin d'hommes un peu démoniaques, qui sortent des brumes venues du nord. Alors forcément, c'est des païens en plus parce qu'ils attaquent des églises. Ça, on retrouve bien aussi dans ton livre. Et du coup, ça donne déjà une image qui est stéréotypée de qui étaient ces guerriers. C'est des gens qui nous envahissent, qui nous attaquent, qui viennent nous voler, qui attaquent des églises, etc. Donc en fait, ça commence déjà à ce moment-là. Et ça va rester. Et puis ça va accompagner leur férocité. C'est même des choses qu'on pouvait déjà trouver dans l'Antiquité quand on parlait des barbares en général, hein. Quand Tacite parle des Germains, par exemple, il y a certaines idées qu'on trouve déjà. Et donc ça va durer jusqu'à aujourd'hui. Puis il y a plein de films de Vikings super violents, même des séries. Donc du coup, cet aspect, on le retrouve toujours. Et la peur de la mort. Il y a un film qui est sorti, j'ai oublié le nom, en début d'année, là, qui était hyper esthétique. Ouais. Que j'ai pas encore vu, j'ai vu que des extraits pour l'instant, mais c'est sur ce côté très violent, très gris, très c'est très sanglant. Ça va aussi un petit peu avec des productions actuelles de cette fantaisie réaliste, les gens appellent ça, disent qu'elle est réaliste parce qu'elle est plus violente, parce qu'elle est plus brutale et que c'est pas juste très manichéen avec le bien, le mal, ou puis des choses colorées d'un côté, comme on peut voir dans d'autres œuvres de fantasy. Donc ça va. Il y a Justine Breton, qui est une collègue qui travaille beaucoup sur le médiévalisme, en fait, qui parle justement de cette esthétique-là, notamment avec Florian Besson aussi. Là, ils ont travaillé dessus. Donc ça rentre aussi dans ces clichés du Moyen-Âge en général, hein, les Vikings. Et sur la peur de la mort aussi, ça c'est intéressant parce qu'en fait on associe ça, alors le mythe des guerriers qui vont au Valhalla s'ils meurent au combat. Alors c'est encore une fois ça on le tire quand même essentiellement des œuvres écrites qui sont à notre disposition. Mais après dans la réalité, j'allais dire dans le quotidien, est-ce qu'on peut associer des œuvres littéraires avec le quotidien des gens, en plus des œuvres littéraires écrites bien longtemps après, hein, parce que les sagas, les Eddas, c'est XIIe siècle. Donc même si ça nous parle du passé, c'est avec de la distance. Et en fait, j'y pensais ce matin en réfléchissant à ça. Je me dis, si les gens dans 1000 ans ils regardaient ce qu'on produit à la télé, est-ce qu'ils se diraient que on avait des idéaux comme, je sais pas, tu prenais les Avengers avant en exemple pour parler de l'équipe. Je veux dire, on n'est pas tous des guerriers qui combattons les envahisseurs sans arrêt, puis sans peur, parce qu'on défend des idéaux. D'où la différence entre les œuvres qu'on produit et le quotidien aussi, hein. Ça représente un certain idéal. Voilà. Donc voilà pour quelques clichés rapides. Après, il y en a des nouveaux qui se sont installés.
par exemple, la série télé Vikings, son esthétique se retrouve aussi ailleurs, notamment dans Assassin's Creed Valhalla. On en avait parlé la dernière fois. Et voilà, ça donne lieu à de nouveaux clichés aussi esthétiques. Donc il y a de la production. On va voir si ça dure ou si ça dure pas. Ça, je sais. Il y a eu quoi? Il y a eu une explosion des épaulières moumoutes? Ça, j'ai pas fait d'études sur les épaules d'un moumoute, mais ouais, en termes de costume, ça, voilà, on sait que c'est faux, mais du coup, on reprend vraiment cette esthétique-là. Ouais. Ouais. Faudrait que je regarde dans les œuvres à venir en fait, hein, qui vont nous parler de Vikings. Ouais, mais justement d'ailleurs, donc vous avez terminé la production du bouquin à la moitié de l'année, c'est ça, en juin 2022? Alors ouais, alors les textes étaient même écrits un petit peu avant. On a fini de le relire, il est parti en fait presque à l'impression en juin, enfin en travail d'édition en tout cas en juin. Mais les textes étaient finis un petit peu avant, on va dire fin 2021 à peu près, ouais. Et depuis, il y a eu quelques productions qui ont envisagé le Viking encore sous parfois des angles un peu originaux. Je pense à Thor, Love and Thunder, à Elden Ring, la God of War qui vient de sortir, qui est vachement bien, Oui. allez-y. Voilà. Le nouveau God of War, bah oui, évidemment. Bon, celui-là, voilà, il vient de sortir. Alors, on évoque un tout petit peu le précédent qui était sorti en 2018 justement, avec cette inversion des perspectives que moi je trouvais vraiment sympa, où du coup on est plus du côté des géants. Et c'est l'idée de réfléchir à, entre guillemets, on va dire la place du dominé. Et en termes de positionnement, je trouve ça comment plus original en fait que d'autres réécritures qui sont plus classiques. Et donc ouais, bah il y a eu le nouveau God of War, mais cette année, donc tu parlais du film Northman. Qui est sorti et qu'est-ce que Je disais Elden Ring. Ah oui, alors ouais, je vais revenir sur Elden Ring. Alors déjà Thor Love and Thunder, alors là c'est sur le côté drôle, bon super-héros, mais en plus très comique. Et donc là on a notamment, alors ceux que j'ai vraiment apprécié, c'était les deux boucs de chèvres. Je sais pas si tu as vu le film? Eh ben non, je l'ai pas encore vu. Bah, je vais pas voilà. trop te spoiler. Je me suis fait spoiler que les fameux books sont là, que j'adore, parce que c'est le bacon éternel, ça. C'est sur le ton de l'humour. Donc en fait, ils apparaissent toujours à des moments impromptus, puis ils gueulent sans arrêt, quoi. Et puis c'est un peu c'est n'importe quoi. Bon. Mais c'est une autre manière encore de réintroduire des éléments, des mythes qu'on n'avait pas vus dans les films précédents. Tiens, on va prendre ce point-là qui est lié à Thor, donc son char avec ses boucs, et puis on va le mettre dedans, puis on l'adapte au ton du film. C'est aussi ça, la réécriture des mythes, c'est toujours remettre dans un nouveau cadre. Et c'est ça qui est important. Donc, comment est-ce qu'on réécrit et qu'on adapte au cadre, là en particulier, donc super-héros, aventure dans l'espace, sur le ton de l'humour, et donc on a des boucs géants qui n'arrêtent pas de gueuler tout le temps. Est-ce qu'il les tue à un moment donné? Non, il y a pas de... c'est dommage, ils ont quand même loupé l'occasion. Ouais, ils auraient pu... Ouais. Ah ouais. Bon. Ouais. Parce que bon, pour ceux, c'est pas de la cruauté gratuite envers les animaux, hein. C'est juste que dans la mythologie, il peut les tuer et les réanimer après. Donc en gros, il a du bacon à volonté, quoi. Voilà. Ouais. Pour manger. Voilà. Et donc ouais, Elden Ring. Alors là, c'était aussi grosse surprise de cette année, qui est sorti en février-mars, quelque chose comme ça. Et donc qui est un jeu du studio From Software qui a fait donc les jeux Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, et c'est un jeu en monde ouvert. Et donc ça, pour le coup, j'y ai beaucoup, on va dire ça, beaucoup joué cet été, hein. J'ai quand même fait 230 heures dessus, donc c'était pas mal. Et en fait, moi, au départ, en plus, je partais pour le jeu, je dis, j'ai envie de me changer un peu les idées, j'en ai marre des trucs de mythes nordiques et de vikings, et puis là, en fait, alors bon, là, il faut que je spoil un petit peu, mais en fait, la trame narrative principale, c'est qu'on va finir par aller dans le pays des géants, récupérer une flamme et brûler l'arbre-monde. Donc, c'est complètement, enfin, c'est le Ragnarok, hein, tout simplement, et puis la fin du monde. Donc c'est central dans la narration. On a un arbre géant enfin l'arbre monde. Et après, dedans, on va aussi trouver des références. Par exemple, il y a une boss qui s'appelle Malenia, dont l'esthétique est en fait celui de la Valkyrie, mais la Valkyrie wagnérienne. Donc elle a le casque ailé, une grande cape. Alors elle a une épée, pas une lance, mais c'est une épée très très longue. Mais et il y a même un objet qui lui fait référence, qui est une prothèse de bras, qui s'appelle la prothèse de la Valkyrie. Donc on va voir ça. On a des monstres qui sont des trolls. Et les points d'expérience et la monnaie. Alors dans les jeux Dark Souls, Demon's Souls, c'est ça en fait. Les points d'expérience sont aussi une monnaie. Bah là, c'est des runes.
Dans les Souls, c'était des âmes. Et là, c'est en fait, dès qu'on va tuer un monstre, on va ramasser des runes, et puis on peut en trouver à gauche, à droite. Et donc ça aussi, c'est une référence directe, enfin directe, plus ou moins directe au Moyen-Âge scandinave. Et après, voilà, il y a d'autres éléments plus épars. Je parlais des géants, il y a des trolls. Il y a des dieux aussi. Il y a un dieu qui s'appelle Godfrey, donc, dont le nom peut faire référence au Van, enfin Freyr, le dieu Van. Et puis d'autres petites choses. Donc et là, ce qui est intéressant, c'est le syncrétisme avec d'autres traditions, parce qu'il y aura en même temps des références aux légendes arthuriennes, puisqu'on va faire partie d'un groupe qui s'appelle, c'est pas les chevaliers, mais on va à la table ronde, et on a plus ou moins des chevaliers de la table ronde dont on fait partie. Et il y a aussi des références aux mythes irlandais, et puis il y a beaucoup de références à Tolkien, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de ce syncrétisme dans les jeux, comme j'ai étudié Age of Conan, et dans Conan c'est pareil, en fait ça mélange des références de plein de traditions, puis Donjons et Dragons c'est la même chose. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture populaire, c'est qu'en fait on va prendre des traditions d'un peu partout, et puis de différentes époques, et on va les mélanger pour en faire des mondes, des nouveaux mondes. En tout cas, de ce que j'ai vu, en plus, ça donne un résultat qui a l'air assez cool. Moi, je t'avoue qu'Elden Ring, j'ai joué une demi-heure, je me suis fait défoncer 10 fois, j'ai fait bon, je vais aller sur autre chose. Ouais, mais je regrette de ne pas avoir persisté quand je vois des fois les vidéos, quoi. Ouais. C'est fou. Moi, j'ai eu du mal à m'arrêter. En fait, on m'avait conseillé, j'ai refait Demon's Souls, le nouveau, quoi, le remake, avant de faire Elden Ring, et je pense que c'était bien parce que ça m'a donné un aperçu de ce que pouvait être ce genre de jeu en termes de tu meurs et tu recommences, le die and retry sans arrêt. Mais c'est chouette, c'est franchement un bon jeu. Et alors justement, du coup, parce que Elden Ring, moi je savais pas à quel point ça pouvait être impliqué ou pas dans cette mythologie, que ce soit Elden Ring ou God of War, le fait de prendre plus un côté justement géant que des dieux principaux, tu penses que ça traduit quelque chose ou pas de notre société? Ouais. Je pense, ouais. Parce qu'en fait, avant, je parlais de vision un peu manichéenne, et de plus en plus, en fait, on est même ça se voit aussi dans Donjons et Dragons sur ce qui se passe actuellement, toute la discussion autour des races. Il n'y a plus de race mauvaise ou de race bonne. En fait, il y a des caractéristiques, et puis en fait, c'est des attitudes qui vont faire que c'est bon et mauvais. Et je pense qu'un peu partout, c'est comme Loki en série télévisée. À un moment, c'était le méchant. Enfin, il y a eu des comics avant sur Loki, mais on va prendre le côté de ceux qui étaient considérés comme des méchants. Et je pense qu'effectivement, dans notre société où on essaye de plus en plus de donner de la place à des gens qui étaient en position hiérarchique de personnes dominées, ou de personnes en opposition, des questions d'altérité, essayer de comprendre l'altérité, ce qu'on voit aussi dans la recherche avec que ce soit les gender studies, les post-colonial studies, c'est essayer de prendre le point de vue de tout le monde. Et je pense que ça, c'est des évolutions sociales aussi, d'avoir différents points de vue, de les changer, de pas toujours penser que c'est toujours les mêmes qui ont raison, ou ceux qui sont en position de force. Et ça traduit quelque chose effectivement de notre société, ouais. C'est moins manichéen. Ça veut pas dire que c'était très manichéen avant, mais la manière de se représenter un idéal était manichéen. Et aujourd'hui, ces idéaux-là, ils changent. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est super intéressant. Tu nous parlais tout à l'heure dans ton bouquin, du coup, Viking, aux éditions Mouton Électrique, que vous aviez aussi choisi de parler de héros vikings et aussi d'héroïnes. Alors c'est un choix qu'on avait fait aussi un peu dans notre bouquin, parce que on trouvait important que les gens puissent s'identifier quand même à un moment donné à un personnage, parce que voilà, et en plus ça donne un prétexte à la découverte de certains contextes un peu plus spécifiques. Pourquoi vous avez abordé aussi des héros et des héroïnes, et quel traitement vous en avez fait dans le bouquin? La question du héros, quand on est, les productions, on va dire, de la culture populaire contemporaine, il y a souvent quand même un héros qui est central. C'est rare qu'on parle de peuple en général. C'est l'aventure d'une personne, c'est l'aventure d'un groupe. Donc c'était savoir qui étaient les héros qui étaient repris, et puis aussi parce que on a dans les textes, on a des sagas notamment qui parlent souvent de la vie d'une personne. D'ailleurs, souvent c'est le titre de la saga.
dans la saga de Grettir, la saga d'Egil, etc. Donc on retrouve ces noms-là. Donc là, voir un peu comment c'était traduit. Puis on en a un paquet quand même de héros vikings. Alors là, c'est Barbara Davidek qui a écrit le chapitre où elle parle justement par exemple de Thorgal, des héros aussi des séries télévisées, évidemment, hein, de Viking, Last Kingdom ou de Norsemen. Hagar du Nord, évidemment, hein, les petits strips de bande dessinée comiques, où là aussi, on change un peu les stéréotypes. Hein. Hagar, c'est pas juste le guerrier, il a aussi des problèmes avec sa femme et tout ça. Donc ils sont très présents, ces héros-là, donc c'était important un petit peu d'en parler, mais aussi de montrer que de plus en plus, on va parler d'héroïnes. Et là, ça va aussi avec, encore une fois, des tendances de société où la place de la femme est beaucoup discutée actuellement. Depuis, il y a toujours eu tout au long du XXe siècle des avancées féministes, et puis ça a pris encore de nouvelles formes récemment. Il y a eu le mouvement MeToo, notamment, et il y a eu des choses dans le jeu vidéo aussi. Alors on sait que dans Assassin's Creed Valhalla, par exemple, on peut jouer un personnage féminin. On n'est pas obligé de jouer c'est Eivor, hein, il me semble, le nom du héros, dans sa version masculine. J'ai un étudiant qui avait écrit un mémoire sur Jotun. Et Jotun, c'est un petit jeu vidéo indépendant très sympa où ça se passe justement dans les mythes nordiques. Et l'héroïne principale, elle s'appelle Thora. Et Thora, en fait, c'est une viking et c'est la meilleure guerrière de son époque, mais elle a le malheur de ne pas mourir au combat et donc elle n'entre pas automatiquement au Valhalla. Mais du coup, Odin va la soumettre à quelques épreuves. Elle va devoir se promener dans les 9 mondes, trouver les pouvoirs des dieux, affronter des géants pour mériter son entrée au Valhalla. Et là, du coup, en plus, c'est une héroïne qui est grande, costaud, elle n'est pas du tout sexualisée comme d'autres héroïnes de jeux vidéo. Donc ça aussi, hein, sur les représentations de la femme, ça va amener des questions ou des nouvelles perspectives qui sont intéressantes. Et en BD, donc là, c'est Barbara Davidek qui parle de la BD Aela, princesse viking, où là aussi, en fait, c'est une guerrière, c'est la fille du roi qui doit devenir du coup la reine et qui va avoir des problèmes parce que les hommes en fait sont pas d'accord, donc ils veulent pas que ça soit elle. Il va y avoir tout plein comme ça de questions sur la position de la femme dans la société face à des regards masculins qui traduisent pas finalement des problématiques des textes médiévaux, mais qui parlent en fait de problématiques contemporaines. Et c'est ça toujours qu'on retrouve aussi dans les productions contemporaines. Elles nous parlent d'aujourd'hui, elles s'adressent à un public contemporain. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et quand tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait de nouveaux clichés qui arrivaient justement, le cliché de la femme scandinave guerrière, c'en est justement un nouveau cliché qui se développe. Alors ouais, qui se développe d'autant plus aujourd'hui, effectivement, notamment les Shield Maiden, donc ces guerrières au bouclier, vierges au bouclier. Donc ça aussi, ouais, avec il y a eu notamment Lagertha qui a fait beaucoup pour cette figure là dans la série télé Vikings. Et puis de plus en plus les guerrières vikings, on les voit aussi dans les œuvres. Et ça c'est une bonne chose vu que ça permet justement de rediscuter de ces problèmes-là, encore une fois, en s'adressant à un public contemporain. Et ça renvoie beaucoup à des figures alors mythiques, notamment que sont les Valkyries. Ouais, mais c'est vrai que d'un point de vue historique, pour l'instant, tout ça est encore très tenu. Ouais. Alors là, je conseille le livre de la collègue Johanna Catherine Fredriksdottir, qui a été traduit en français. Alors, ça s'appelle Les femmes vikings, des femmes puissantes. C'est pas tout à fait la traduction du livre en langue originale, mais justement qui parle des femmes dans les textes et dans la société viking. Ça, c'est très bien. Ouais, puis, je crois que Lucie aussi parle un petit peu dans... Je les ai tous mis là-haut, comme ça je peux les sortir. Dans Portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie, Lucie Malbos, qui a aussi un peu traité de la question. Et justement, comme on parlait de héros et de héroïnes, là on a des personnages scandinaves. Ouais.
Lucie, si ça vous intéresse, pour ceux qui écoutent maintenant en live ou même en rediff, on a fait une émission avec elle il n'y a pas très très longtemps sur le développement du commerce chez justement les Scandinaves, donc n'hésitez pas à aller voir l'émission. Donc ouais, développement de nouveaux clichés, effectivement, avec ça. Et là, dans l'équipe, en gros, j'ai été... alors moi sur l'équipe, je connaissais 2-3 profils, mais c'est tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent pour l'instant encore sur... le milieu de la recherche autour des mondes scandinaves, il est un peu petit en France. Et du coup, comment tu as réuni un peu ta team d'Avengers à toi ? Ouais. Alors, moi, c'est des collègues, des amis, des gens que j'ai rencontrés en coloc. Alban Gauthier, lui qui est spécialiste des Nords médiévaux en général, alors surtout de l'Angleterre et des anglo-saxons, mais il s'est aussi intéressé aux Vikings, du coup. Il a écrit sur Beowulf, notamment un ouvrage là récemment. Donc lui, il est professeur à l'université de Caen. Il nous avait invité d'ailleurs, William et moi, pour une journée d'études en 2017. Donc c'est là que j'avais fait sa connaissance. Laurent Di Filippo, c'est un gars qu'on a déjà vu passer. Simon Le Bouteiller. Simon Le Bouteiller, du coup, il est maître de conf maintenant à l'université de Caen aussi en études scandinaves. Et lui, il a beaucoup travaillé sur les sagas. Il a traduit d'ailleurs une saga récemment. Donc lui, voilà, il est dedans. Nicolas Mélan, il est maître d'enseignement et de recherche en Suisse. Alors lui, c'est un collègue que je connais depuis une bonne dizaine d'années, avec qui je m'entends très bien. Il est historien des religions. Alors, il travaille sur l'histoire des religions en général. Et il s'est spécialisé un peu plus dans le Nord. Il travaille notamment sur les liens entre mythologie et politique. Parce qu'en fait, il a fait sa thèse avec un professeur américain qui s'appelle Bruce Lincoln, qui avait développé ces perspectives. Et lui, il l'a appliqué notamment dans un livre sur les mythes islandais, les sagas, les Eddas. Donc il avait déjà travaillé aussi sur la culture populaire parce qu'il avait écrit sur Tolkien et il avait écrit un article sur le mana en tant qu'historien des religions, mais avec la reprise dans Diablo 2 parce qu'on parle de mana. Donc voilà, c'est quelqu'un, je savais, qui s'intéressait à la culture populaire. Puis c'est un joueur aussi. On a déjà eu l'occasion de discuter. C'est un bon copain. Caroline Olson, qui est maître de conférence à Lyon actuellement, que j'avais aussi rencontré depuis longtemps, on s'était connus à Strasbourg, qui avait fait sa thèse, elle, sur les voyages, les récits de voyage, justement, et les Vikings. Barbara Davidek, qui est doctorante avec Nicolas Mélan, qui travaille justement sur ces figures héroïques. Johan Guffroy, lui, il fait une thèse en histoire des techniques, mais il a fait quelques trucs sur les reprises de mythes nordiques, comme je disais, là, l'article notamment sur God of War. C'est des gens que j'ai rencontrés. Simon Théodore, je l'avais rencontré quand j'étais à Strasbourg, et qui fait sa thèse sur le Viking Metal. Et Jules Piette, lui, travaille il est aussi doctorant. On s'était rencontré, je crois, en Islande, ou on s'était déjà rencontré avant, je sais plus, qui fait une thèse sur Saxo Grammaticus, notamment, et l'évémérisme, entre autres. Et ça, c'est des choses qui, en France, sont un peu moins connues. Et William, William, on va pas le représenter, tout le monde le connaît, hein. William qui le tour un peu de l'équipe. William qui est présent parmi nous dans le chat sous le pseudo Wookie Ship. ça va très bien. Et d'ailleurs William qui va bosser pour nous deux bientôt là, parce que le 26, parce que donc pour ceux que ça intéresse, le 26 novembre à 10h, il sera à Arras, à la librairie Légendarium, où il va dédicacer les 2 bouquins, Viking, point d'exclamation, et les Vikings. Voilà, il sera sur les deux fronts en même temps, un stylo dans chaque main, un œil sur chaque bouquin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, il sera là pour vous dédicacer le truc. C'est quand même chouette. On nous dit, est-ce que tu as un avis sur le dessin animé Vic le Viking, si tu as regardé Alors j'ai pas regardé, mais si je dis pas de bêtises, je crois que Caroline Olson en parle un tout petit peu. Je sais plus maintenant si... Oui, voilà, c'est ça, Vic le Viking. Caroline en parle. Alors là aussi, on est un peu dans prendre un autre point de vue là, qui est celui de mettre en avant un enfant. Ça fait aussi penser à Dragons, How to Train Your Dragons. C'est les dragons où en fait, du coup, c'est
on met pas en avant les guerriers féroces, etc. Mais au contraire, on va mettre en avant les enfants qui sont petits, malins, souvent, et qui vont sauver les choses, enfin, sauver tout le monde, mais en se servant de leur tête. Voilà. Et là, du coup, oui, dans le chapitre de Caroline, sur les stéréotypes, il y a un passage dessus. Moi, je connais pas, là, pour le coup, je connais pas. Alors, juste un point, ça, c'était très important pour moi, et c'est très bien, c'est que jamais j'aurais pu faire ce livre-là tout seul. Et c'est là où je suis très content d'avoir eu mes collègues, parce du coup, ça ouvrait les perspectives à plein d'œuvres qu'on connaît pas, qu'on peut pas forcément connaître quand on est seul. Donc ça, j'en profite pour encore tous les remercier pour leur participation. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, quand on est 10 sur un ouvrage, c'est sûr que ça se passe tout de suite, ça permet d'ouvrir les horizons, c'est clair. Quelqu'un qui nous dit, donc ce n'est pas une question, mais plus des félicitations pour tout ton boulot qu'il admire. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup. Est-ce que, donc en plus de ton bouquin Viking chez les Moutons Électriques, tu aurais d'autres bouquins à conseiller aux gens éventuellement qui s'intéressent aux Vikings et à la pop culture? Ouais. Alors, en français, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des choses un peu spécialisées sur un point particulier. Alors, il y a eu, par exemple, la traduction de Rudolf Simek, La Terre du Milieu, Tolkien et la mythologie germano-scandinave. Donc là, c'est un prof allemand, Rudolf Simek, qui avait travaillé sur le sujet. Ça passe en revue en fait tout plein d'éléments de Tolkien, de la Terre du Milieu, et comment ça reprend et ça réécrit des références au mythe nordique ou aux sagas, voilà, de manière générale. Et ça a été traduit il y a 2-3 ans, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est le livre un peu, voilà, ça avait été traduit en 2019. Le livre était un peu plus vieux. Et alors bon, là j'ai la version anglaise, mais ça a aussi été traduit chez les Moutons Électriques. Il y a le livre Troll de John Lindow, et c'est dans la même collection que le bouquin Viking, donc c'est la collection des miroirs. Et là, c'est sur les trolls du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, et puis notamment là aussi le 19e siècle, où on a les trolls du folklore qui sont très présents. Donc là, en français, je pense à ces deux-là. Et après, pour les gens qui lisent l'anglais, il y a un livre un peu plus général, c'est ça, Echoes of Valhalla, The Afterlife of the Edda and the Saga. Donc ça, c'est en anglais, puis c'est général. Hein. D'ailleurs, ça commence par une anecdote de Friends, où il y a un copain des garçons qui doit venir et qui avait le surnom de Gandalf. Et du coup, il montre comment Gandalf, ça vient de Tolkien, mais qui lui-même le reprenait des sources nordiques, et puis que ça finit par arriver dans la série Friends. Il y avait aussi Old Norse Made New. Celui-là, je crois d'ailleurs qu'on le trouve en ligne. Old Norse Made New. Et là, c'est plus des chapitres un peu différents où ça parle aussi de Tolkien et puis d'autres choses sur la réception. Et enfin, il y en a un que j'aime bien sur Thor, Myth to Marvel. Donc là, c'est comment la figure de Thor a évolué depuis les mythes, le Moyen-Âge scandinave, jusque la culture pop contemporaine, et puis les films, enfin les comics Marvel et les films. Alors, les films, c'est vraiment le début, parce que je crois que le bouquin date de 2011. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce qui est intéressant effectivement de souligner, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de production en français, et que du coup là, ça va être un bon ouvrage pour défricher le terrain de façon un peu générale. Et avec beaucoup d'exemples en fait, et ça c'est chouette aussi, parce que ça donne pas mal d'idées justement sur où aller creuser. Ouais, c'est clair. Ok, écoute, super. Et est-ce que toi, tu as d'autres actualités? Alors, tu bosses sur quoi en ce moment? Moi, je continue encore un peu là sur Donjons et Dragons. Donc, j'ai fait, comme je disais, une présentation là sur les trolls dans Donjons et Dragons. Et puis, alors, je réfléchis à voir comment à un moment je pourrais peut-être réunir ça en faisant un livre, en fait, tous mes travaux sur Donjons et Dragons. Mais c'est pas tout de suite. Hein, ça, c'est pas de l'actualité, c'est plus de prévision. Là, je vais aussi, puisqu'on parlait de signature de livres, je vais dédicacer le livre Vikings à Metz, à la librairie Autour du Monde, vendredi soir. Donc c'est le 25, si je dis pas de bêtises, 25 à 18h30. Donc si jamais il y a des Messins dans la pièce, voilà, vous êtes les bienvenus. Et on aura une présentation aussi avec Lucie dans le cadre de l'exposition sur Clovis au musée d'archéologie nationale tout début février, le 1er février. Donc là aussi, si jamais il y a des gens qui veulent venir nous écouter, ça sera avec plaisir. Et puis
Et puis ouais, voilà, disons l'actualité. Après, j'ai des choses en recherche, hein, d'autres, des bouquins, mais pas sur les Vikings, mais des actes de colloque sur les jeux. Comme je travaille, en fait, je co-dirige un master sur les jeux. Voilà, c'est un de mes sujets de recherche quand même principaux, donc on a quelques bouquins qui arrivent. Et si peut-être ce qui pourrait intéresser des gens, normalement en juin, si on n'a pas trop de retard, il y a le numéro de la revue Interrogation sur les mythes au XXIe siècle. Ça, c'est une journée d'études, enfin un colloque même qu'on a fait en mai à Besançon dans le cadre on fait partie d'un projet de recherche qui s'appelle ION sur le temps dans les loisirs alternatifs, l'imaginaire du temps. Et donc j'avais proposé ce colloque sur les mythes au XXIe siècle, et donc des actes. Et là, ça sera entièrement accessible en ligne par la revue. Et si je prends pas trop de retard dans la gestion du numéro tout début juin 2023. Aion, comme écrit, comme le mémo coréen, A-I-O-N. A-I-O-N, ouais, c'est le nom. Mais c'est en fait un terme grec qui renvoie justement au temps. Enfin, c'est une des manières de parler du temps. Ouais. Ah, je savais pas. En plus cyclique, parce qu'il y a Chronos, il m'en manque encore, il y a Aion. Et c'est un programme de recherche sur l'imaginaire du temps dans les loisirs alternatifs. Donc on fait des choses. Donc voilà, on va dire, je continue mon petit bout de chemin. Il y aura peut-être un jour une habilitation à diriger des recherches. Peut-être je pourrais aussi encadrer des doctorants sur ce sujet. Ça serait tellement bien. Ouais, voilà. Allez, il faut que je m'y mette. Écoute, merci encore Laurent d'être passé parmi nous faire un petit coucou. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous tente, il y a ce bouquin Viking avec un point d'exclamation qui est dispo. Les moutons électriques, on peut l'acheter partout, internet, librairie. Ouais. Oui, dans les librairies, toutes les bonnes librairies, sinon on peut le commander aussi. Évitez les gros machins, allez faire fonctionner vos petites librairies locales. Bonne chose. Tu as bien raison. Ouais. Voilà, mais en tout cas, ça reste très complémentaire vraiment, enfin, ça ne se recoupe pas avec ce que nous on a pu faire de notre côté. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous jeter sur ce bouquin dirigé par Laurent. Encore merci Laurent. Merci à toi pour l'invitation, pour l'accueil, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Salut tout le monde, ciao et bonne semaine. Bye bye.